Ce que je vous présente ici, c'est le mix énergétique primaire français. Toute l'énergie consommée en France depuis les années 60, que ce soit dans l'industrie, dans les transports, dans l'électricité évidemment, pour vous chauffer, tel que ça a évolué, et en surimpression en blanc, les émissions de CO2 sur le territoire français. Ce que cette courbe vous montre, c'est dans les années 70, début 80, cette grande baisse du pétrole qui a été sortie du mix électrique, la contraction du charbon, le tout au profit de l'expansion du nucléaire, et la chute, 25-30% de chute des émissions de CO2 en France, dans ce délai relativement court. Je ne vous montre pas ça pour vous dire qu'il faut développer encore davantage le nucléaire, ni s'il faut le réduire, le stabiliser, en tout cas en France. On n'a pas le temps, ce n'est pas la question. Je voulais juste poser ce lien entre développement du nucléaire et réduction des émissions de CO2. Et ça, le GIEC l'a plus ou moins mis en avant dans un de ses derniers rapports, où il a bien mentionné le nucléaire comme étant un atout dans la lutte contre le dérèglement climatique, mais en faisant mention de difficultés d'acceptabilité sociale et sociétale du nucléaire. Le nucléaire peine à convaincre les populations et, par extension, peine à convaincre les décideurs politiques, surtout en démocratie. Et plutôt que pester contre la démocratie, on va plutôt s'interroger sur les raisons de ces difficultés d'acceptabilité. Et quand on parle du nucléaire, le grand méchant, ce sont forcément les déchets. Ce sont forcément les déchets. Je vous présente CSDV, colis standard de déchets vitrifiés. Peu de gens en France savent à quoi ça ressemble les déchets nucléaires finalement. Beaucoup imaginent ce que je vous ai montré à l'instant à l'arrière-plan, ces fûts jaunes un peu dégoulinants de liquide jaune, vert, fluorescent. Non, la plupart des déchets nucléaires dont on parle ressemblent à ça. Un fût en inox, 1,30 m de haut, 30 cm de diamètre. Et à l'intérieur, vous avez en général soit des petits bouts de métaux compactés à la presse hydraulique en forme de galette et posés là-dedans, pilés là-dedans, soit du verre, vraiment, du matériau radioactif coulé dans le verre. Alors, en pratique, déchets nucléaires, il existe de plusieurs catégories, de plusieurs formats. 5 en France, que l'on classe en fonction de leur niveau de radioactivité et de la durée de cette radioactivité. Donc on va des meilleurs au sommet, les hautes activités à vie longue, qui concentrent à eux seuls 95% de la radioactivité des déchets nucléaires produits en France dans 0,2% de leur volume. C'est-à-dire qu'on est sur des déchets qui sont très irradiants, très chauds également, et qui vont rester extrêmement nocifs pendant de longues durées. Il faut compter une grosse centaine de milliers d'années pour qu'ils redeviennent à peu près inoffensifs. On a les moyennes activités à vie longue qui prennent à peu près les 5% qui restent de radioactivité dans 3% du volume, et puis des déchets de faible activité à vie longue, donc peu radioactifs mais très longtemps, et des déchets de faible et moyenne activité à vie courte ou de très faible activité. Ceux-là sont plus faciles à gérer, par contre ils représentent 95% du volume. C'est ça? Oui, un peu, voilà, les 90% du volume. En général, quand on parle des déchets nucléaires, dans la presse, dans les discours politiques, on parle des deux premières catégories. Parce que ce sont ceux qui posent des problèmes. Les autres peuvent poser des problèmes de volume, mais les deux premiers posent vraiment les problèmes propres au nucléaire, la radioactivité, la chaleur, etc. Moi, je vais surtout m'intéresser à la première catégorie. Parce que d'accord, en termes de volume, c'est presque insignifiant. On compte ça en piscine olympique, en termes de volume. Par contre, vu les niveaux de radioactivité, en quelque sorte, si on sait gérer cela, on peut tout gérer au final. Donc on va surtout s'intéresser à cela. Alors ceux-là, ce sont donc les déchets vitrifiés dont je parlais à l'instant, qui proviennent du cœur du réacteur nucléaire. Quand vous passez votre combustible dans un réacteur nucléaire, il va être exposé à un flux de radiation, notamment un flux de neutrons, et ces neutrons vont venir interagir avec les noyaux d'uranium et vont provoquer leur éclatement, leur fission, en 2 ou 3 morceaux, qu'on appelle judicieusement des produits de fission. Cette réaction va aussi provoquer une libération de chaleur qu'on récupère, et ça c'est tout le principe du réacteur, et la libération de neutrons qui vont eux-mêmes provoquer d'autres fissions, et ça c'est la réaction en chaîne. Et dans certains cas, le noyau d'uranium va recevoir ce neutron sans que ça déclenche une fission. Et dans ce cas, ça va changer sa nature chimique. Il va devenir un actinide, du plutonium majoritairement, mais également des actinides qu'on dit mineurs, américium, curium, californium, neptunium, ces noms qui font un peu peur. Ensuite, votre combustible nucléaire, vous allez... Alors, on va d'abord revenir un petit peu sur l'historique. À l'origine, ce qu'on a fait en France et ce qui se fait encore dans beaucoup de pays, c'est qu'après avoir sorti le cœur du réacteur nucléaire, après 3 ans de fonctionnement à peu près, on le met dans une piscine. Parce que l'eau a le bon goût à la fois de le garder frais et de protéger contre les radiations. Et pendant longtemps en France, enfin pendant quelques temps en France et encore aujourd'hui dans beaucoup de pays, on en reste là. On attend, puis on verra plus tard. En France, on s'est mis assez tôt à pratiquer ce qu'on appelle le retraitement. Le retraitement, ça consiste à récupérer ce combustible après usage et à séparer ses différents constituants
Originellement, on s'en servait pour récupérer le plutonium pour nos copains les militaires. On a changé de génération de réacteurs. Le plutonium qu'on produit aujourd'hui n'est plus bon pour eux, mais on continue à le récupérer, donc on continue à le retraiter, et cette fois pour le recycler dans d'autres réacteurs nucléaires, donc vraiment le recyclage des déchets nucléaires. Et puis, quand vous faites cette séparation des constituants, vous récupérez aussi l'uranium que vous pouvez réutiliser. Et puis, à la fin, il vous reste cette soupe d'acide, parce qu'on a dissous le combustible, une soupe d'acide remplie de tous les produits de fission et les actinides mineurs. Donc, un liquide extrêmement radioactif. Le terme technique, c'est ça crache la mort. C'est pas le terme technique, mais on n'en est pas loin. Hein. Et cette soupe, en fait, on l'a gardée pendant un certain temps dans des grandes cuves, en attendant de savoir quoi en faire. Alors ça, à mes yeux, c'est un peu un âge sombre du nucléaire, mais qui a duré très peu de temps, parce qu'on avait conscience que ce n'était pas tenable comme situation, c'est beaucoup trop dangereux, ces cuves de liquide ultra radioactif. Et c'est là qu'on a développé la vitrification. La vitrification, c'est un procédé sur le papier assez simple, qui consiste à sécher cette soupe d'acide, à calciner les résidus qu'il y a à l'intérieur, et à les faire couler dans un bain de verre en fusion, dans des pièces que l'on voit comme ici. Alors évidemment, tout est fait à distance par des machines, parce que c'est impossible que qui que ce soit intervienne sur ça. Et alors, je disais, dans du verre en fusion, ce n'est pas du verre de table. C'est un verre qui a été étudié à la fois pour confiner les déchets nucléaires et pour résister à la corrosion. On est plus proche de l'obsidienne volcanique que du verre de table. Et ensuite, on laisse refroidir ce verre, on soude un couvercle sur le fût, et ce fût, on l'entrepose dans un puits. D'abord dans des puits ventilés par des ventilateurs pour assurer le refroidissement à l'air cette fois, pendant quelques mois, quelques années maximum, puis on déplace les fûts et on les met dans d'autres puits comme ceux-là, donc sous les pieds du monsieur, où cette fois la ventilation se fait toujours à l'air, mais par tirage naturel par des cheminées. Donc là, on est sur quelque chose qui est très très robuste, parce qu'en termes d'ingénierie, c'est plutôt simple, et de très très sûr, parce que ça ne dépend pas d'une alimentation électrique, ça dépend de pas grand-chose au final, un peu d'entretien, un peu de surveillance. Si le génie civil a été bien pensé, c'est résistant à la plupart des agressions externes qu'on peut attendre, notamment au séisme, et donc c'est un moyen très sûr de gérer les déchets nucléaires. Par contre, ce qu'on va construire là, ça va tenir quelques décennies, une centaine d'années si on veut être ambitieux. Mais je disais, une grosse centaine de milliers d'années pour que ces déchets redeviennent inoffensifs. Donc tel que c'est parti, si on continue là-dessus, alors c'est très sûr, mais à long terme, la sûreté repose sur l'hypothèse qu'on pourra récupérer les déchets tous les 100 ans, et qu'il y aura quelqu'un pour reconstruire des nouveaux puits où on remettra les déchets, et ainsi de suite pendant 100 000 ans. Je le redis, c'est sûr. C'est vraiment quelque chose de très sûr. Si on fait le pari que notre civilisation techno-industrielle moderne se pérennisera, prospérera sur toute sa durée. On ne peut que leur souhaiter, mais c'est un pari un peu trop gros pour qu'on s'amuse à faire ça. Donc non, très vite, on s'est mis d'accord à l'échelle internationale sur le fait qu'il fallait trouver une solution qui soit durable, au sens où cette solution qu'on mettra en œuvre doit fonctionner, doit rester sûre, peu importe ce qu'il advienne à l'avenir des générations futures. En gros, qu'elle n'ait pas à s'en soucier, quoi qu'elle puisse disparaître ou prospérer quand même, sans avoir à se poser la question de nos déchets. Les leurs, ce seront leurs problèmes. Bon. Là, ce que vous allez me dire, c'est comment est-ce qu'on peut prétendre construire une sorte de tombeau qui tiendrait 100 000 ans? On n'a jamais construit quelque chose d'aussi durable, mais de très très loin à l'échelle humaine. La réponse est très simple, on n'a pas cette prétention. Le mot de la discorde ici, ça va être l'enfouissement, le stockage géologique, on appelle ça. C'est comme ça qu'on veut gérer les déchets durablement. Donc là, si vous avez suivi, vous avez compris que l'enfouissement, c'est pas creuser un trou, balancer les déchets, on rebouche, et puis ça fuira bien un jour, mais ce sera plus notre problème d'ici là. Non, par essence, l'objectif, c'est que ce soit durable et que ça ne fasse pas reposer les risques et les coûts sur les générations futures. Si on voulait leur léguer les déchets, on les léguerait à la surface comme on fait aujourd'hui. Le stockage géologique. Alors, le principe, c'est qu'on va mettre ces déchets dans des sortes de tunnels souterrains, finalement à grande profondeur, à 500 mètres de profondeur sous le sol. Et l'astuce, pour que ces tunnels tiennent durant la phase où on va les remplir, c'est qu'on va avoir des structures en béton. Mais ces structures en béton, on n'est pas dingue, on sait que sous le poids de la roche ou à cause de l'érosion de l'eau présente dans le souterrain, ces structures en béton vont s'affaisser, vont finir par céder, donc on ne peut pas compter dessus sur le long terme. Les déchets eux-mêmes, ils vont être dans des emballages, des suremballages en béton eux-mêmes ou en acier selon la nature des déchets. Et là, c'est pareil, même l'acier, avec l'eau souterraine, il va se corroder, il va être piqué, et ce n'est pas étanche à long terme. Le fût que je vous montre au début, par contre, lui, il est en acier inox. Donc là, la corrosion, on sait qu'on va la tenir un petit moment. Et avant d'avoir de l'eau qui vienne se frotter aux déchets nucléaires, on peut estimer qu'on peut espérer avoir quelques centaines d'années de marge. On est très loin des 100 000 ans. Le niveau supplémentaire, c'est qu'on avait du verre à l'intérieur. Les déchets sont sous forme de verre. Alors le verre, pour le corroder, à l'eau, en plus, je vous ai dit, c'est un verre volcanique. C'est un verre qui a été étudié pour tenir dans la durée.
Des verres volcaniques, on en a récupéré qui ont des centaines, peut-être pas, mais des millions d'années en tout cas. Donc c'est déjà un matériau qui est très résilient, et on peut s'attendre à ce que lui, il nous maintienne un confinement de déchets pendant quelques millénaires, quelques dizaines de milliers d'années, disent les optimistes. En sûreté, on n'est jamais optimiste. De toute façon, dans tous les cas, les 100 000 ans, on ne les a toujours pas. Et la dernière astuce, c'est la géologie. Savoir que 100 000 ans, pour nous, ça paraît énorme. Pour un géologue, 100 000 ans, c'est l'épaisseur du trait qu'il va tracer sur une courbe. Donc je reprends, on a cette eau souterraine qui est présente, forcément, on ne peut pas espérer avoir un stockage complètement sec sur une durée aussi longue. Donc on a cette eau souterraine qui va venir se frotter au béton, se frotter à l'acier, à l'inox, au verre, et se charger en radioéléments. Alors pas tous les radioéléments, on a de la chance, tout ce qui est plutonium et les plus toxiques ne sont pas solubles dans l'eau, donc ceux-là, ils vont rester, la gravité étant ce qu'elle est, ils vont rester là où ils sont. D'autres radioéléments, par contre, eux, vont se dissoudre dans l'eau. Et cette eau, elle ne va pas sagement rester sur place, c'est de l'eau, ça va migrer, ça va se déplacer majoritairement à l'horizontale, donc ça va rester en bonne profondeur, mais il y aura une petite composante verticale d'eau qui va remonter vers la surface. Et puis à terme, risquer d'aller porter ces radioéléments dans les nappes phréatiques ou directement dans les champs, la faune, la flore, dans l'alimentation des hommes s'il y en a encore d'ici là, et donc engendrer une contamination de l'environnement, tôt ou tard. Toute l'astuce, c'est dans ce tôt ou tard. On ne fait pas ça n'importe où. On ne va pas enfouir dans n'importe quel sol, et on ne prévoit pas en France de faire ça dans la Meuse juste pour emmerder les locaux. On a choisi cet endroit parce que la roche a des propriétés particulièrement intéressantes. On va faire ça dans une argilite. C'est une roche, alors ça ressemble à l'argile, chimiquement je crois que ça ressemble à l'argile. Pour nous, comme des mortels qui connaissons rien à la géologie, ça n'a rien à voir, c'est une roche qui est bien dure. Par contre, c'est une roche qui est stable depuis 150 millions d'années, au sens de sa structure. Donc on sait déjà que ce n'est pas en 100 000 ans que ses propriétés vont être chamboulées. Donc ce qu'on sait de cette roche-là sera toujours vrai dans 100 000 ans, à quelques marges près qu'on prend en compte dans les dimensionnements. Autre particularité de cette roche, et la plus intéressante, c'est qu'elle est très homogène. Visuellement, j'aurais dû vous mettre une photo, j'en ai eu des morceaux en main de cette roche-là. Ça ne ressemble pas à des bouts de gravier qui sont agglomérés comme beaucoup de roches, c'est quelque chose qui est très très homogène, presque une farine compacte et dure. Et ce qui fait que dans cette roche-là, vous avez très très peu de fissures ou de micro-fissures, et pas grand-chose qui permette à l'eau de se déplacer. Comprenez que dans cette roche-là, l'eau se déplace à des vitesses de l'ordre du centimètre par millénaire. Je vous ai dit qu'elle s'est placée surtout à l'horizontale, donc il y a une petite fraction verticale, et l'eau a 60 mètres de roche comme ça à remonter, sachant que la gravité va dans l'autre sens, il faut quand même le rappeler, et encore au-dessus, vous avez 400 mètres de roches plus ordinaires, plus diverses, qui vont faire écran sans être aussi étanches, vont faire écran. Et prenant en compte les propriétés de cette roche, on estime que le temps que les radionucléides remontent dans l'environnement, ils ne seront plus radioactifs. Les quelques-uns aux vies les plus longues, eux, seront encore là éventuellement, mais en fait, ils seront très très minoritaires et noyés dans le bruit de fond de la radioactivité naturelle. Mais l'essentiel de la radioactivité soit restera au fond, soit sera disparu, aura décru naturellement avant d'avoir rejoint la biosphère. Ça, c'est le principe du stockage géologique. Maintenant, si je reprends un peu l'ensemble de ce que je viens de dire, on a un inacceptable problème de déchets nucléaires que même le GIEC a mis en avant et qui freine le développement du nucléaire dans la lutte contre le dérèglement climatique. Sachant que ces déchets, on a une solution à y proposer, une solution qui n'est pas un délire promotéen de l'homme qui se pense tout puissant. On est sur quelque chose qui est logiquement fondé, qui est logique, qui est étudié depuis des décennies dans le monde entier, pour différents types de déchets, différentes géologies, etc. Et en face de ça, on a depuis 40 ans les mêmes discours des opposants qui disent « on ne sait pas quoi en faire, on va les léguer aux générations futures ». Et c'est ce mur, cette opposition face aux évolutions de la science, qui fait qu'aujourd'hui, le charbon, le gaz reste roi de l'énergie et de l'électricité, pas en France, on a de la chance, mais en Europe et dans le monde. Je pense que du point de vue scientifique, on a de belles choses à apporter, notamment dans la cause climatique. Je vous remercie pour votre attention.